Les démocraties se défendent, ça pourrait être le titre de ce débat. Et je vous présente mes invités. Claude Maluret, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur de l'Allier, ancien ministre, président du groupe Les Indépendants au Sénat. Et vous étiez en Ukraine la semaine dernière avec 6 autres sénateurs et beaucoup d'autres personnalités. On y reviendra évidemment. Irina Dmitrichine, bonsoir. Bienvenue, responsable des études ukrainiennes à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Benjamin Haddad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en relations internationales, directeur du Centre Europe de l'Atlantic Council. C'est un think tank américain qui étudie les relations internationales. Et vous êtes auteur du Paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes. Laetitia Krupa, éditorialiste politique, est restée à mes côtés. Claude Maluret, ce voyage de 3 jours en Ukraine, il était organisé à l'initiative de l'ancien ministre Alain Madelin, si je ne me trompe. Et vous y avez notamment rencontré le directeur de cabinet de Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce qu'il vous a demandé prioritairement, la première des priorités? Alors il nous a dit, nous demandons 3 choses, dont vous connaissez certaines. La première, c'est des armes, des armes, des armes. Ouais. La deuxième, c'est persuader les Allemands, demander à votre président d'arriver à persuader les Allemands qu'il faut arrêter de traîner les pieds. Sur les sanctions. Sur les sanctions, oui. Et la troisième, c'est nous sommes des Européens. Je vous supplie, je supplie l'Europe de nous accorder au mois de juin, avant le mois de juin, notre candidature. Non pas notre adhésion, il sait parfaitement que ça prendra du temps, mais accepter notre candidature, accepter de l'examiner, parce que nous sommes aujourd'hui les plus... Et il parlait à des Français qui étaient juste avant une élection où, comme vous le savez, une des candidates est partisan de quitter l'Europe, et il nous disait, nous, c'est le contraire, on est probablement aujourd'hui le peuple qui veut le plus venir en Europe. Des armes, des armes, des armes. Finalement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui en Allemagne, Irina Dmitrichine. De nouvelles livraisons d'armes annoncées par les États-Unis, par une quarantaine de pays occidentaux. Est-ce que vous y voyez aussi un signe, comment je peux dire ça, de l'efficacité ukrainienne, de la résistance de ces dernières semaines? Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi parce que les Ukrainiens ont prouvé leur capacité à utiliser les armes qu'on leur donne qu'on continue de leur en donner. Tout à fait, parce que je rappellerai qu'il y a quelques semaines, l'ambassadeur ukrainien en Allemagne a dit que dès le premier jour, il est allé voir les responsables allemands en disant « donnez-nous des armes » et on lui a répondu « mais de quoi nous parlez-vous? D'ici 48 heures, vous ne serez plus là. » Donc en fait, au début, personne ne croyait que les Ukrainiens seraient non seulement voudraient résister, mais qu'ils seraient capables de le faire. Et donc cette livraison d'armes montre d'une part le changement donc, qui vient d'Europe, de différentes parties, mais c'est aussi tout d'abord la reconnaissance du fait que les Ukrainiens vont se défendre et qu'ils sont capables d'utiliser ces armes. Alors je vous propose d'écouter, parce qu'il y a un symbole autour de la décision prise par l'Allemagne qui va livrer des chars Guépard, sont des blindés anti-aériens. On écoute la ministre de la Défense, Christine Lambrecht. Nous avons décidé hier de soutenir l'Ukraine avec un char anti-aérien, avec des Guépards. C'est exactement ce dont l'Ukraine a besoin pour sécuriser son espace aérien depuis le sol. Il est clair que l'Allemagne est prête à le faire et que nous allons examiner aujourd'hui encore, dans le cadre de la conférence, toutes les possibilités afin de continuer à soutenir l'Ukraine dans cette lutte courageuse mais importante pour la liberté et la paix. Benjamin Haddad, c'est important militairement, évidemment, mais symboliquement aussi. Alors, symboliquement, c'est important de le faire parce que les Allemands ont été critiqués par certains alliés et évidemment par l'Ukraine pour leur lenteur. Alors, pas tant sur les livraisons d'armes, parce qu'on sait que de toute façon les Allemands sont un peu en retard sur les questions militaires. Ils ont commencé à réarmer depuis le début de ce conflit, mais ce sera un processus long. Mais clairement sur les sanctions, puisque ce sont les Allemands aujourd'hui qui ralentissent les sanctions sur l'énergie contre la Russie. On sait que la Russie est dépendante pour son PIB à 35% des exportations d'hydrocarbures. Donc ça pèse, ça finance tous les jours l'effort de guerre de la Russie. Et donc des pays comme la France, par exemple, ont proposé de faire dès aujourd'hui l'embargo sur le pétrole. On sait que les Allemands sont beaucoup plus dépendants que nous sur le pétrole comme sur le gaz. Donc c'est une annonce symbolique importante pour l'Allemagne, mais aussi effectivement stratégique, puisque c'est aujourd'hui ce qui permet aux Ukrainiens de repousser l'agression russe, de rééquilibrer le rapport de force sur le terrain. Et effectivement, les Ukrainiens non seulement ont démontré qu'ils étaient capables d'utiliser ces armes et ont démontré leur bravoure sur le terrain, mais maintenant qu'on se prépare à un conflit qui va être très intense, très dur,
sur le Donbass et qui ressemblera un peu plus à une guerre conventionnelle, un classique char d'assaut contre char d'assaut sur un terrain plat qui a connu des batailles importantes de la Seconde Guerre mondiale. Là, les Ukrainiens nous demandent de monter en gamme dans les armements et donc maintenant de livrer des armements plus lourds comme des chars, et c'est ce que les Alliés commencent à faire. Ouais. Et si on veut quelques détails, une 50aine de chars donc spécialisés dans la défense anti-aérienne qui avaient été retirés du service il y a 10 ans et qui doivent subir une mise à jour technique. C'est aussi important de le dire. Claude Malhuret, la France, alors on a été très discret sur ce que l'on faisait en termes de livraison d'armes, peut-être pour des raisons stratégiques qu'on peut comprendre. Là, on annonce le fait d'envoyer des canons d'une portée de 40 km, des canons César. Est-ce que sur cette partie-là, je reste sur la question des armes, est-ce qu'il faut en faire plus d'après vous ? Est-ce que la France doit en faire plus ? La France a un problème que n'ont pas les autres pays européens actuellement, et une bonne excuse, si je peux dire, mais ce n'est pas seulement une excuse. C'est le seul pays qui combat en ce moment. Ouais. C'est-à-dire que nos armes, elles sont au Mali, elles sont dans différents pays, dans différentes coalitions, et par conséquent, on a quand même, de ce point de vue-là, un peu plus de difficultés, et notamment les munitions. On sait qu'on est presque à court de munitions dans les pays où on agit, et par conséquent, il est sûr que la France ne pourra pas faire le même effort qu'un certain nombre d'autres pays. Mais bien sûr, il faut plus... C'est ce que demande... je vous dis, comme il nous disait tout à l'heure, des armes. Et de ce point de vue-là, les États-Unis ont parfaitement compris que maintenant, comme vous le disiez, c'est plus 48 heures qu'il faut tenir, c'est une guerre longue. Et ce que dit Zelensky aujourd'hui, c'est ça y est. Et il continue à les demander, mais il dit ça y est, on reçoit des choses significatives. Je dirais au-delà, ce qui est frappant, quand on regarde, quand on est en Ukraine et quand on parle avec les responsables politiques comme avec la population, ce qui est frappant, c'est que ça n'apparaît pas peut-être comme ça ici, mais il y a une certitude tranquille. Mais tranquille, c'est pas de la propagande, une certitude tranquille qu'ils sont en train de gagner cette guerre, qu'ils vont la gagner et qu'ils sont déjà en train de la gagner. Avoir repoussé les Russes du nord de Kiev avec très très peu d'armes à l'époque, c'est déjà quelque chose de fantastique. Mais maintenant, les Russes disent ils sont en train d'essayer de s'occuper de contrôler tout le Donbass et la côte sud de l'Ukraine. Moi, je suis intimement persuadé en revenant de là-bas qu'ils vont perdre cette guerre et qu'ils vont se faire repousser. Est-ce qu'en voyant ça, vous pensiez peut-être au flegme des populations anglaises et britanniques pendant le Blitz, pendant la première année du pouvoir de Winston Churchill ? Alors, c'est pas ce à quoi je pensais. Moi, ce à quoi je pense, c'est aux armées c'est à Valmy et aux armées de Napoléon. Ouais. Quand vous parlez avec les Ukrainiens, ils disent pourquoi on va gagner cette guerre. Parce qu'on a en face de nous des gens qui ne savent pas pourquoi ils se battent, des soldats qui sont complètement paumés, à qui on n'a même pas dit que c'était une guerre, avec une armée de type soviétique, c'est-à-dire toujours la même chose, des bombardements d'artillerie, etc. Et derrière, des commandants qui ne sont pas autonomes, des vieux généraux, etc. Et qui font toujours la même chose. Et vous avez en face des généraux de 40... Vous avez les armées de Napoléon, des généraux de 35-40 ans qui ont été formés avec les méthodes de l'OTAN, c'est-à-dire qui sont individualisés, qui sont capables de prendre c'est pour ça qu'ils ont gagné avec des armes en leur défaveur, parce qu'ils sont beaucoup plus d'initiative. Et c'est ça, moi, qui m'a frappé. Je compare la résistance du peuple ukrainien à Valmy quand il y a une levée en masse parce que les Français sont attaqués de partout, et c'est exactement ce qui se passe chez eux. Et deuxièmement, avec une armée qui en 8 ans s'est fait former depuis la Crimée par des pays de l'OTAN, et qui est avec des stratégies de défense ou d'attaque d'ailleurs complètement différentes, et c'est sans doute effectivement une des raisons pour lesquelles les Russes sont dans une situation très très mauvaise. L'une des raisons pour lesquelles c'est si difficile de pouvoir prévoir le cours d'un conflit avant le début du conflit, c'est qu'on compte les pièces d'artillerie, les avions, les tanks, et tout ça c'est très matériel, c'est très statique. Et après quand on rentre dans la guerre, c'est là que les volontés en fait rentrent en jeu. Et on voit en fait, quand on parle de guerre asymétrique, c'est qu'en fait il y a aussi une asymétrie des volontés. L'exemple de Valmy, il est vraiment frappant. Le traité de guerre le plus connu, traité moderne, c'est le livre de Clausewitz,
le général prussien de la guerre. Et Clausewitz avait été frappé par les armées françaises à Valmy parce que vous aviez d'un côté effectivement une armée nationale avec des conscrits qui se battaient au nom de l'idée nationale, et de l'autre côté encore des vieilles armées prémodernes qui étaient des armées de mercenaires ou aristocratiques. Et à ce moment-là, effectivement, vous avez une foule galvanisée côté français qui l'emporte. Et c'est exactement ce qu'on voit là. Les Ukrainiens sont galvanisés, et d'ailleurs, quand on voit dans le Donbass, prennent de plus en plus d'initiatives, de plus en plus de risques parce qu'ils sont motivés. Quand on se projette dans l'avenir aujourd'hui en Ukraine, on ne dit plus après la guerre, on dit après la victoire. C'est ça, effectivement, l'état d'esprit en Ukraine. Et de l'autre côté, vous avez des soldats russes qui commencent vraiment de plus en plus, je crois, à se demander ce qu'ils font là. Alors justement, Irina Dmitrichine, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une partie, effectivement, de soldats, de militaires qui étaient soit déjà en guerre, parce qu'il faut le rappeler, une partie de l'Ukraine qui était en guerre, ou qui se sont formés, se sont préparés. Mais est-ce qu'il y a aussi une grande part de population qui n'était absolument pas formée au maniement des armes et qui a rejoint finalement la résistance et le combat ? Tout à fait. Je rappellerai juste que le chef d'état-major ukrainien est un homme qui a été formé déjà à l'époque post-soviétique. C'est-à-dire qu'on n'a pas même à la tête du commandement et dans les généraux, on a des quarantenaires, des cinquantenaires, mais on n'a pas des gens qui sont sortis du système soviétique. Même s'il y a eu des reliquats, etc., c'est quand même des gens qui ont été formés déjà dans une Ukraine indépendante avec avec les contacts avec l'OTAN qui ont commencé très tôt. Les gens qui ont rejoint massivement l'armée, donc dans ce qu'on appelle la défense territoriale, ont assuré en fait les arrières. Donc c'était un appui, mais tous ceux qui étaient capables et qui voulaient en fait prendre les armes ont pu faire une formation et au bout d'un certain temps peuvent rejoindre le front. Donc effectivement, il y a une volonté de combattre. Il y a toute cette réserve des gens qui, depuis 2014, ont passé par la guerre à un moment donné. Donc tous ces réservistes qui ont massivement afflué. Il ne faut pas oublier plus de 100 000 Ukrainiens qui sont revenus, enfin d'hommes qui sont revenus en Ukraine pour combattre. Et il y a encore des réserves. On n'a toujours pas déclaré la conscription. Donc l'Ukraine a une volonté, une réserve de se battre. Et puis chaque atrocité commise, chaque chose découverte aujourd'hui fait monter cette rage de vaincre parce qu'on comprend que vraiment c'est résister pour exister et qu'on ne peut pas reculer et qu'il faut en finir avec cet ennemi et cette guerre. On va continuer de s'appuyer sur votre retour d'expérience, mais je propose à Quentin Calmet de nous rejoindre, puisqu'on parle en quelque sorte de diplomatie parlementaire. Rebonsoir Quentin. Il y a eu d'autres initiatives depuis le début de cette guerre. Exactement, on parle notamment de celle autour du président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. C'est au début du mois d'avril. Ils sont allés en Roumanie, ces sénateurs. Ils étaient aux côtés de nos forces, comme on dit, projetés sur place, des militaires déployés sous la bannière de l'OTAN, bien sûr, pour rassurer l'allié roumain et montrer un peu les muscles aussi face aux Russes. Ils étaient donc à Constanta, à 200 km de la frontière avec l'Ukraine. Il y a là-bas un groupement de soldats déployés dès le lendemain de l'invasion russe. Et lorsque les sénateurs ont visité le campement, eh bien, ils ont pu comme ça aussi donner un message de soutien à nos forces militaires sur place. Regardez, c'est un extrait du reportage long format réalisé par Fabien Ricker. 500 chasseurs alpins qui font partie de la force de réaction rapide de l'OTAN, projetés en Roumanie dès le début des frappes russes en Ukraine. Vous avez fait le Mali, là, il y en a qui ont fait le Mali. Il y a 5 mois, on est en il y a 5 mois. On enchaîne. Ah oui. J'ai tenu à venir sur place pour voir un peu d'abord les conditions, voir dans quelle organisation vous étiez placé, puis vous dire notre confiance quand même, parce que moi je me sens un peu responsable du fait que vous êtes là. On vote les crédits, on donne l'autorisation de la prolongation et tout, donc c'est important qu'on soit à vos côtés. Voilà, à la clé, la France devrait être à la tête comme ça d'un commandement de 1000 hommes sur place en Roumanie. Cette visite avec donc pour but un peu de contrôler sur pièce et sur place, c'est ce que fait le Parlement, mais donc surtout pour soutenir les militaires. En parallèle, les sénateurs ont également rencontré des officiels roumains, ministres des Affaires étrangères, de la Défense ou encore, comme vous le voyez sur ces images, leurs homologues du Parlement. Des visites, on peut le dire, Thomas, qui sont largement symboliques, mais importantes pour signifier aussi notre amitié avec ces pays et également pouvoir témoigner de la situation sur place une fois de retour en France. Écoutez à nouveau Christian Cambon. Notre souhait, c'est de voir d'une part comment la Roumanie procède et comment la France
peut aider ce pays courageux à accueillir ces réfugiés, j'allais dire ces déplacés, dans l'espoir qu'un jour ils reviendront chez eux. Et il était important, dans ces temps de crise, de prendre la mesure de l'impact excessivement négatif et dangereux de cette attitude russe, qui n'est pas franchement nouvelle du reste, mais qui se manifeste de manière excessivement violente. Voilà, donc un déplacement en Roumanie, qui est un pays clé, on le sait, hein, qui a vu déjà passer des centaines de milliers d'Ukrainiens. C'était 600 000 au début du mois, c'est sans doute déjà plus. Les sénateurs, et qui ont rencontré aussi des ONG qui gèrent les passages de ces réfugiés pour mieux comprendre les besoins sur place et aussi les besoins de ces populations qui sont accueillies en France. Thomas. Merci Quentin, ce reportage Roumanie aux portes du conflit ukrainien, reportage long format de Fabien Recker. Il est à voir à partir de demain sur notre antenne, sur l'antenne de Public Sénat. Claude Maluret, sur la question des réfugiés, alors il y a un effort qui est fait en France, mais on ne se rend pas forcément bien compte de ce que ça représente à l'intérieur même de l'Ukraine et puis dans les pays limitrophes. Oui, je pense qu'on se rend compte que quand on vous dit qu'il y a 5 millions de réfugiés, aujourd'hui on parle de 8 millions. Enfin, il y a des réfugiés intérieurs et des réfugiés extérieurs. Par contre, on s'en rend compte assez facilement sur place parce que vous avez des files de véhicules qui font des kilomètres et des kilomètres. Il faut 24 heures, 36 heures pour passer la frontière. Et ce qui est le plus étonnant actuellement, c'est que les files de véhicules, elles ne viennent pas dans le sens de l'Ukraine vers la Pologne, puisque c'était la frontière polonaise qu'on a traversée. Elles viennent de la Pologne vers l'Ukraine. C'est-à-dire que il y a déjà 1 million de réfugiés qui sont revenus et qui continuent à revenir. La deuxième remarque que je ferai, c'est que du point de vue de l'aide humanitaire, aujourd'hui, on a rencontré le maire de Lviv, qui est la grande ville à l'entrée de l'Ukraine, qui nous dit l'aide humanitaire, elle est fantastique, il y a des convois entiers, etc. Et donc je pense que de ce point de vue-là, il y a plus de besoins absolument fondamentaux, parce que tout le monde, deuxièmement, il y a des centaines d'associations ukrainiennes qui se sont montées spontanément pour aider les réfugiés. En revanche, ce qu'il nous dit, c'est que dans toutes les villes d'Ukraine qui ont été épargnées par le conflit, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la région du nord de Kiev ou dans le Donbass ou dans le sud, on a transféré les blessés civils et militaires dans les hôpitaux, et notamment dans les hôpitaux de Lviv. Et il nous dit là, c'est de la chirurgie de guerre, c'est-à-dire c'est des blessures absolument épouvantables, c'est des reconstructions, de la chirurgie de reconstruction. Et là, bien entendu, cette chirurgie-là, elle coûte extrêmement cher. D'abord, elle nécessite, mais les Ukrainiens en ont beaucoup, des chirurgiens entraînés, mais elle nécessite des appareils, du matériel extrêmement coûteux. Et c'est peut-être aujourd'hui, me disait-il, ce dont ils ont le plus besoin, parce que ça la bonne volonté du public, la bonne volonté des gens qui réunissent de l'aide humanitaire, ça ne suffit pas. Il faut vraiment des institutions, des coopérations entre hôpitaux, etc. Et aujourd'hui, c'est sans doute peut-être là qu'il y a le plus de besoin, parce que des blessés civils et militaires, des enfants, des femmes, des hommes, il y en a énormément. Je voudrais qu'on revienne sur la question des défaites de l'armée russe. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, Benjamin Haddad, mais il y a deux éléments. D'abord, un chiffre selon le portail de statistiques allemand Statista, l'armée russe a déjà perdu près de 2800 équipements militaires, 2771. Ça date du 12 avril dernier, cette statistique. Et puis, on voit aussi sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, ces photos de veuves de guerre russes qui posent avec des billets de banque à la main. Les voilà, ces photos. 10 000 roubles, ça représente 133 $. C'est ce qu'elles ont touché pour la mort de leur mari. 133 $ pour ceux que Poutine présente comme les héros de la nouvelle Russie. Irina Dmitrichine, que sait-on du moral des troupes russes aujourd'hui? C'est sans doute difficile de répondre à la question, mais que sait-on du moral de ces troupes, de ces soldats? Alors, on s'appuie sur les captures des conversations, donc les soldats passent, donc les coups de fil qu'ils passent à leur famille. Et ça montre quand même que la situation n'est pas brillante. D'abord, ils se plaignent du fait où ils se trouvent, dans l'ignorance, du traitement que leur commandement leur inflige, mais aussi du fait que les Ukrainiens se battent, qu'ils résistent et que donc
donc eux, ils ne savent pas ce qu'ils font là. Ensuite, on a quand même ces faits de pillage. Lorsqu'on a également montré les envois en Sibérie ou dans les pays éloignés de la Russie, de matériel électroménager, etc. Et donc ça a choqué les Ukrainiens de voir à quel point on a emporté les petites cuillères, l'électroménager, les sanitaires, etc. On découvre aussi du gros matériel agricole qui a été, puisque c'était un grand vendeur des combines, enfin des machines agricoles américains qui étaient équipés de GPS, et on les a retrouvés de la ville de Melitopol, on les a retrouvés en Tchétchénie. Donc en fait, on voit que l'envoi et le pillage est absolument institutionnalisé, et ce n'est pas quelqu'un qui met juste dans sa poche quelque chose. Donc c'est-à-dire que c'est couvert par la hiérarchie. Donc ça montre quand même aussi un côté de ces troupes qui sont démoralisées et qui en fait font ce qu'ils veulent. En même temps, on n'est pas du tout dans l'angélisme. On est conscient du nombre que représentent ces troupes et des réserves qu'ils peuvent mobiliser dans l'ensemble du pays, puisqu'on sait que ces troupes sont galvanisées d'abord par des années de propagande et puis par les dernières semaines et tout le discours qui est déversé donc sur toutes les chaînes russes, et qui montre aussi qu'il est devenu pratiquement impossible à des familles de parler avec le membre de leur famille en Russie, etc. Donc on observe ce double phénomène, parce que cette galvanisation, l'évocation du souvenir de la guerre patriotique de la Russie en tant que forteresse assiégée, ça mobilise aussi les troupes. Ouais. Le danger d'une troisième guerre mondiale est grave, réel, et nous ne devons pas le sous-estimer. Qui dit ça? C'est Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Le danger d'une troisième guerre mondiale est grave, réel, nous ne devons pas le sous-estimer. Benjamin Haddad, comment il faut analyser cette déclaration de Sergueï Lavrov? Il faut la mettre dans la continuité des différents types de menaces qu'on a entendues de la part de la Russie depuis le début du conflit, l'agitation de la menace nucléaire. C'est une tentative de déstabilisation, d'intimidation qui est essentiellement destinée à notre public, au public occidental, et il ne faut pas se laisser intimider ou ébranler. Déjà, ça fait partie de la rhétorique russe et soviétique avant eux de tout de suite brandir l'arme nucléaire, la menace de la Troisième Guerre mondiale. C'est quand même un signe de faiblesse. C'est-à-dire que ça montre aussi que l'armée russe est en déroute sur le terrain. Et en fait, il faut avant tout regarder l'attitude de la Russie sur le terrain. C'est-à-dire qu'on voit au contraire les Russes qui sont en train de reculer. Il y avait un débat chez les Occidentaux au début de ce conflit. Donc déjà, il y a la question très claire qui a été tranchée de ne pas intervenir directement, de ne pas devenir co-belligérant. C'est pour ça, par exemple, que la question de la zone d'exclusion aérienne qui était demandée au début par le président Zelensky a été rejetée par l'OTAN, parce que là, on risquait de se retrouver dans une confrontation directe entre des avions de l'OTAN et des avions russes dans le ciel ukrainien. Donc, en livrant de plus en plus d'armes, c'est l'une des influences. Non, le statut est le même. En fait, il y a eu un débat, il y a eu une distinction un petit peu artificielle et essentiellement symbolique qui avait été faite entre armes défensives et armes offensives, mais qui n'a pas beaucoup de sens. On monte en gamme, effectivement, on livre des armes plus lourdes pour que les Ukrainiens puissent se défendre, mais en revanche, effectivement, on ne rentre pas dans le conflit, on ne devient pas co-belligérant, et ça, c'est une ligne qui ne sera pas franchie par les Américains ou les Européens. Et donc, au début, il y avait eu des tentatives de déstabilisation de la part de la Russie, là, qui visaient, je crois, à s'assurer en tout cas que les Occidentaux ne rentrent pas directement. Mais quand on regarde en fait sur le terrain, on voit que les Russes, au contraire, ne sont pas dans l'escalade. Ils ne sont pas en train de menacer la Pologne ou d'autres pays de l'OTAN. Au contraire, ils sont en train de reculer, de se redéployer et de se refocaliser effectivement sur le Donbass et Mariupol, donc la continuité entre le Donbass et la péninsule de Crimée. Donc la question de savoir si les Russes allaient tout d'un coup brutalement escalader avec des armes chimiques ou du nucléaire tactique, alors il faut dire ça avec énormément de prudence, parce qu'au fond on est peut-être qu'au début de ce conflit, mais on voit au contraire que le rapport de force sur le terrain fonctionne et que les Russes sont en train de reculer. Donc c'est du registre de la rodomontade pour, on va dire, grossir les muscles et nous faire peur, mais sur le terrain, en tout cas, les Russes sont en train de reculer. Oui, Irina Dmitrichine, cette menace, il faut peut-être aussi l'entendre dans la perspective de négociations qui continuent plus ou moins ou qui pourraient reprendre.
C'est une carte que brandissent les Russes, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il faut voir comment les Russes manient les négociations. C'est peut-être souvent pour eux une manière de faire traîner le temps, de se redéployer, de prendre d'autres territoires pour ensuite venir sur les positions de force dans les négociations. Ouais. Donc, et je parce qu'aujourd'hui, pardon de vous interrompre, il y avait cette image de Sergueï Lavrov à côté du secrétaire général de l'ONU. On avait l'impression que c'était deux mondes parallèles qui n'avaient pas du tout la même vision, de discours qui étaient totalement opposés et qui ne pouvaient absolument pas dialoguer d'une certaine façon. Tout à fait, parce qu'il nous a remis la menace que la Russie a ressentie, comme si un pays de l'OTAN ou l'OTAN ou l'Ukraine avait l'intention d'attaquer la Russie. Il inverse complètement les choses, comme si ce n'est pas la Russie qui avait commencé la guerre, comme si ce n'est pas elle qui est en train d'avancer sur le territoire, de bombarder, de piller, de violer, etc. Donc je suis d'accord avec vous, c'était absolument hallucinant de voir ce discours. Et le secrétaire général a quand même dû dire, bon, d'accord, vous appelez ça l'opération, mais nous, on sait que c'est une invasion et nous l'appelons par son nom. Ouais. Claude Manuret, vous étiez à Boutcha, notamment la semaine dernière. On va en parler ensemble, mais je voudrais d'abord écouter le témoignage de 2 habitantes de cette ville martyre. Nous vivions bien. Boutcha était agréable et propre. Et il y avait de l'ordre. Puis ces bâtards sont arrivés. Et en un mois, ils l'ont transformé en je ne sais quoi. Que Dieu les punisse pour le reste de leur vie. La chose la plus terrible dans ma vie est que mon mari, mon être cher, est parti. Je ne sais pas ce qui pourrait être pire. Fouiller dans les cadavres ne me fait plus peur comparé à la tragédie de ma vie. Ce serait un réconfort de l'enterrer de pouvoir se rendre sur sa tombe. Ce serait bien mieux que de ne pouvoir le retrouver du tout. Je suis croyante et je vis avec l'espoir qu'un jour Dieu le ressuscitera et que nous nous retrouverons. Je vis avec cette pensée et elle m'apporte du réconfort. Claude Manuret, Boutcha sont des récits, des images qui vont peut-être rester vous hanter pour longtemps? C'est aussi des chiffres. Boutcha, avant la guerre, 18 000 habitants. Il y a 10 jours, 1500 habitants. Et aujourd'hui, 3 000 habitants parce que les gens commencent à revenir. Mais vous voyez une ville qui passe de 18 000 habitants à 1500 habitants. Vous voyez l'importance des choses. C'est évidemment aussi des récits. C'est le récit du maire de Boutcha qui s'est caché qui était recherché par les Russes, qui s'est caché pendant près d'un mois. Il y a des gens qui ont été torturés pour leur faire dire où il était, parce qu'évidemment il avait le soutien de la population. Des gens qui étaient torturés, et évidemment que s'ils l'avaient trouvé, il aurait été immédiatement fusillé, et ils ne l'ont pas trouvé. Et personne. C'est en même temps des témoignages bouleversants comme ceux qu'on voit là, et en même temps des témoignages de courage et de résistance qui sont absolument admirables. Irina Dmitrichine, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres Boutcha, parce qu'on sait, nous, occidentaux, focalisés sur cette ville, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'autres villes martyres en Ukraine dont on parle moins? Tout à fait, on parle des environs de Kiev, du nord de l'Ukraine, d'où les troupes se sont retirées et où donc les enquêteurs, la police, l'armée peuvent travailler, donc Boutcha, Rostov, Makariv, Irpin, mais on pense aussi à ces villes de l'Est et notamment à Mariupol où on sait que le travail de nettoyage par les Russes a déjà commencé lorsque on essaie d'enterrer les cadavres, de les brûler, de retirer les cadavres notamment du théâtre pour les dissimuler. Donc on pense à la fois à ce qu'on découvre et à ce qu'on probablement ne découvrira jamais. Claude Manuret, il y aura certainement des procès, on ne sait pas jusqu'où ça ira et qui sera jugé, mais on parlait de diplomatie parlementaire tout à l'heure. À quoi ça sert une diplomatie parlementaire? Et est-ce que vous avez vu, il y a 2 questions en une, à l'œuvre des enquêteurs? Est-ce que c'était aussi pour ça que vous y alliez, pour prendre un peu conscience de ce qui s'est passé là-bas? Oui, bien sûr, mais je dirais que la diplomatie parlementaire, comme on le voyait d'ailleurs dans votre reportage tout à l'heure, elle a un côté éminemment symbolique. C'est-à-dire un côté politique, parce que symbolique, ça ne veut pas dire que c'est purement que ça n'est pas du réel, mais elle a un côté éminemment politique. D'abord parce que quand les Ukrainiens
voit que des parlementaires européens viennent les soutenir, c'est dans un pays qui est en train de résister, dans un pays qui, pendant quelques semaines, s'est demandé s'il allait pouvoir résister ou non. C'est un soutien extrêmement important. Et puis, on y est allé également, comme je ne sais pas si on l'a dit déjà, mais on y allait pour inaugurer la Maison de l'Europe. Oui. C'est quand même... et ça, c'est extrêmement symbolique. Vous avez des Ukrainiens qui ont 1000 autres choses à faire, ils sont en train de mener la guerre. Or, pour nous accueillir, il faut une logistique, il faut des soldats qui nous protègent, etc., qui nous accompagnent. Et on prend sur les forces armées pour accueillir des parlementaires. Et si on le fait, c'est bien entendu parce que ça paraît important aux autorités ukrainiennes. Et si on inaugure la Maison de l'Europe avec le maire de Kiev, c'est évidemment parce que le message, et le message qu'il nous demande de porter, c'est nous sommes Européens. Ouais. C'est on est en guerre et pourtant on demande cette entrée dans l'Europe qui à la fois montre à quel point on se sent européen et en quel point le sentiment européen en 1 mois ou 2 mois qui était déjà présent en Ukraine, mais à quel point il a augmenté. Et deuxièmement, c'est le symbole de dire non seulement on veut être européen, mais la Russie, ça commence à suffire comme ça. Ça fait 8 ans qu'on est en guerre, il y a l'annexion de la Crimée, il y a le Donbass, mais ça suffit comme ça. Ouais. Le maire de Kiev, c'est Vitali Klitschko, personnage. Laetitia Clopin, vous nous rappelez qui il est ? Oui, c'est l'autre héros finalement de cette guerre. Les médias français l'ont beaucoup interviewé. Il répond toujours de façon positive également. Quand des politiques se déplacent, le 14 avril dernier, il avait même accueilli Anne Hidalgo. Donc évidemment qu'il est toujours d'accord quand il s'agit de parler à l'opinion occidentale. Et en Ukraine, c'est une star extrêmement populaire. Pourquoi ? Parce que c'est un boxeur champion du monde, multiple champion du monde, avec un palmarès très impressionnant. Et il a décidé d'entrer en politique une fois qu'il a mis un terme à sa carrière sportive en 2013. Il est devenu député pro-européen tout de suite. Il s'est distingué notamment pendant la révolution de Maïdan. Il faisait partie de ces tribuns qui montaient sur la scène pour haranguer la foule. Et il a même pensé en 2014 à se présenter à l'élection présidentielle pour finalement se rallier à Porochenko. Et donc, c'est un homme qui a chevillé au corps, bien sûr, sa carrière sportive, mais son engagement politique. Et donc, il a été élu maire de Kiev. Et oui, en 2006, il avait déjà essayé sans succès, mais là, ça fait 2 fois, réélu 2 fois, maire. Et c'est vrai qu'en 2018, il avait confié au Guardian que finalement, c'était plus facile d'être champion du monde des poids lourds que maire, parce qu'en politique, il n'y a pas de règles, on vous frappe dans le dos, sous la ceinture, et c'est très dur. On imagine qu'aujourd'hui, il pourrait encore en dire davantage. Et il a ensuite, après l'invasion russe, troqué cette veste de maire pour le treillis militaire. Oui, il l'avait dit avant même que les Russes n'entrent en Ukraine. Il avait dit je suis prêt à me battre. Et il le fait avec son frère qui est une autre figure emblématique. Frère jumeau. Son frère jumeau, voilà, de la résistance en Ukraine. Je ne crois pas qu'ils soient jumeaux. Non, je crois qu'ils se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent énormément. Ils se ressemblent énormément. Et comme Zelensky, il a refusé d'être exfiltré, comme Zelensky, il se sert bien sûr de sa popularité, mais aussi des réseaux sociaux. Parce que je vous entends parler de Valmy, de cette notion de nation qui est née à Valmy, notamment pour la France. Mais ici, on comprend aussi que la nation ukrainienne est née. Elle est là, elle est puissante, mais elle se fait aussi grâce à toute la communication des réseaux sociaux. Il poste régulièrement, notamment sur Twitter, avec son frère, des vidéos, des photos, bien sûr pour interpeller à chaque fois l'opinion occidentale. Juste concernant Lavrov, on voit aussi qu'on est vraiment dans une guerre de communication, parce que hier soir, je reçois, comme beaucoup, je pense, quand on est abonné à un site d'information, on est beaucoup de Français à recevoir ce message qui dit Troisième Guerre mondiale, etc. Et on voit le choc que ça peut créer. Ce que vous disiez tout à l'heure, il faut réussir à garder du recul. Les Ukrainiens ont aussi compris ça, c'est-à-dire qu'ils ont le sens, bien sûr, du devoir patriotique, ils ont le sens de la guerre, mais aussi de la guerre de communication. Irina Dmitrichine, qu'est-ce qui représente Vitali Klitschko pour l'opinion publique ukrainienne ? C'est l'autre héros, effectivement. Comment il est perçu ?
Il a une image extrêmement positive par son action, parce qu'il a eu une brillante carrière en tant que sportif. Il mène une carrière politique. Il est très apprécié dans la capitale et c'est quelqu'un qui, je pense, mérite parfaitement cette popularité parce qu'il s'y engage pleinement. Il était toujours accueilli au moment où la ville était assiégée. Il était tous les matins, on le voyait donc dans tous les endroits qui ont été bombardés où il y avait besoin d'intervenir. Donc il était là à consoler, alors que ça aurait pu être fait par quelqu'un d'autre, il aurait pu rester dans son bureau. Il était présent sur le terrain et ça forge quand même l'admiration. Oui, il ne faut pas sous-estimer, effectivement, dans les premiers jours de l'invasion, l'impact que ces images, que ce soit celle de Vitaly Klitschko ou celle de Volodymyr Zelensky, dans l'opinion ukrainienne. C'est-à-dire que les leaders étaient là, se montraient à la télévision, se montraient sur les médias sociaux et ne fuyaient pas. C'est très basique ce que je dis, mais ça a eu un impact évident. Il y a eu aussi ceux qui ont fui, et ça a été tout à fait mis en comparaison. Et il y avait, on voyait très clairement qui était là, qui était prête à défendre l'Ukraine et ceux qui ont fui. D'ailleurs, ça a été très clairement indiqué. On voyait bien quel parti politique il appartenait, quel était le rôle dans la société. Donc, ce contraste était aussi en faveur de ceux qui sont restés. Ouais. Claude Malhuret, il est doublement impressionnant, Vitaly Klitschko, parce que c'est un... 2,02 m. Oui, c'est ça, c'est un molosse, quoi. Ah oui, puis quand il est à côté de son frère, ils font tous les deux la même taille. Oui. C'est absolument impressionnant. D'ailleurs, quand vous voyez les photos, moi je ne suis pas particulièrement grand, mais j'étais avec des sénateurs qui font plutôt 1m85, etc. Et ils ont l'air de nains à côté, c'est vraiment absolument... Et impressionnant par son action aussi. Oui, mais après tout, bon, vous me direz, Napoléon était tout petit, ça n'empêchait pas d'être Napoléon. Mais quand vous avez des leaders comme ça, c'est vrai que carrure, ça rassure aussi. Et tant mieux. Ça vaut bien le panache blanc d'Henri IV. Ils sont parfaitement anglophones, donc ils parlent directement, parce qu'ils ont combattu Klitschko a vécu en Allemagne, son frère aux États-Unis, donc il y a toute cette connaissance des sociétés occidentales qu'ils mettent au profit de leur action d'aujourd'hui. Et ils ont gagné leur argent aussi par le sport, donc de façon transparente. C'était vraiment aussi quelque chose de très important pour les Ukrainiens au moment de la révolution du Maïdan. C'est-à-dire quand vous aviez une classe politique qui était totalement corrompue et composée d'oligarques, là vous aviez des gens, que ce soit Zelensky par la télévision ou Klitschko par le sport, qui ont gagné leur argent honnêtement. Et ça, c'était vraiment, je crois, une dimension assez importante. Et vous parliez du Maïdan. Évidemment, il ne faut jamais oublier que cette guerre a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée et le soutien aux séparatistes pro-russes du Donbass. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens avaient voulu faire le choix du rapprochement avec l'Union européenne. À l'époque, le débat, c'était un traité d'association avec l'Union européenne. C'est pour ça que la dimension européenne dont parlait Claude Malhuret, elle est si importante toujours aujourd'hui. On parlait beaucoup de l'OTAN avant le début de ce conflit, mais fondamentalement, quand on regarde les sondages d'opinion en Ukraine, vous avez une très large majorité de la population qui veut avant tout se rapprocher de l'Union européenne, qu'ils voient aussi comme la perspective d'un avenir meilleur, de l'ancrage de la démocratie, de l'économie de marché, de la fin de la corruption dans leur pays. Donc là, c'est non seulement la responsabilité, je crois, morale de l'Union européenne d'ouvrir cette perspective qui mettra du temps. C'est un processus long, des réformes de l'état de droit, des réformes économiques, mais au moins de reconnaître la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est un processus qui a été lancé par la visite de la présidente von der Leyen, qui a donné le questionnaire de candidature à Volodymyr Zelensky. Mais je crois aussi qu'on a un intérêt stratégique à le faire, parce qu'on voit que le président Zelensky est assez ouvert sur la question de la candidature à l'OTAN et prête peut-être à l'abandonner en échange de garanties de sécurité de la part des pays occidentaux. Si on fait une sorte de deal d'échange où les Ukrainiens peuvent s'ancrer sur le plan économique et politique à l'Europe et peut-être laissent de côté la question de l'OTAN puisque de toute façon la porte n'est pas ouverte, là on peut voir aussi les prémices d'un accord. Ouais. À l'instant, Vladimir Poutine qui dit à M. Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, espérer toujours un résultat positif dans les négociations avec l'Ukraine. Alors il y a toujours un double langage de la part de Vladimir Poutine, Benjamin Haddad, mais qu'est-ce qu'on peut déduire d'une phrase comme celle-là ? Rien, c'est simplement de la com. Non, pas grand-chose. C'est de la com puisque c'est lui qui se dérobe à la diplomatie depuis le début. Je veux dire, par exemple, Zelensky demande depuis avant le conflit à rencontrer directement Vladimir Poutine. Il refuse. Il y avait une dynamique peut-être avant aussi pour relancer les accords de Minsk, pour négocier sur la question de l'OTAN. Zelensky est un pragmatique. Quand il a été élu en 2019, il faut se rappeler déjà c'est quelqu'un qui parle russe, c'est sa langue maternelle, qui vient de l'est du pays et qui avait été élu
essentiellement pour régler le conflit avec la Russie, le mettre derrière pour se focaliser sur les réformes économiques et la lutte contre la corruption. Donc lui, il est prêt en fait. Aujourd'hui, ce sont les Russes qui ont choisi la voie militaire. Donc si solution diplomatique il peut y avoir à un moment, elle se fera avant tout à partir de la réalité du terrain et donc du rapport de force sur le terrain. Donc il n'y a pas de distinction en fait entre l'option militaire et l'option diplomatique. C'est en accroissant la pression sur les Russes sur le terrain, à un moment, ils vont se sentir coincés, bloqués, voire qu'ils ne peuvent plus avancer. Et là, ils viendront à la table des négociations. On sera dans un pur rapport de force. Ouais. Et parmi les déclarations du jour, celle de Sergueï Lavrov qui disait aussi cet après-midi, les États-Unis veulent un monde unipolaire. Claude Malhuret, il y a plusieurs personnalités politiques, dont certains candidats et candidates à l'élection présidentielle, qui ont pointé à plusieurs reprises une responsabilité américaine dans cette guerre en Ukraine, en parlant de l'OTAN, laissant l'OTAN s'étendre vers l'Est. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Du dégoût. Ça fait longtemps qu'on a cette 5e colonne dans les pays démocratiques, dont certains sont d'ailleurs directement stipendiés et subventionnés par Poutine, qui nous expliquent que c'est pas la faute des Russes, que l'OTAN les provoque, etc. Alors que c'est exactement le contraire qui se passe. Et on a l'exemple sous les yeux. Heureusement, c'est peut-être un des aspects positifs de cette guerre. Heureusement, on vient de découvrir que tous les menteurs professionnels sont pris la main dans le sac. C'est-à-dire que c'est bien Poutine qui veut que l'Ukraine ne soit pas indépendante, qui pense que l'Ukraine fait partie de la Russie, que l'Ukraine n'existe pas en tant que nation. Donc ils sont aujourd'hui démasqués, mais ce qui ne les a pas empêchés d'ailleurs de se présenter tous à cette campagne électorale présidentielle. Évidemment, ça leur a quand même coûté, à mon avis, un certain nombre de voix, y compris d'ailleurs au plus obstiné Zemmour, qui même après l'invasion a continué à défendre Poutine. Tant mieux de ce point de vue-là. Mais ce qui va leur arriver de pire, et c'est peut-être pour moi peut-être la plus grande surprise qu'on va avoir, parce que les gens ne s'en aperçoivent pas. Vous savez, quand la guerre a commencé le 27 février, j'ai fait un discours au Sénat le 1er mars. Et mon discours commençait par la phrase suivante: l'invasion de l'Ukraine sera le premier clou dans le cercueil de la dictature de Poutine, comme l'invasion de l'Afghanistan a été le premier clou dans le cercueil de l'Union soviétique. Et on est en train de... À l'époque, quand j'ai dit ça, ça pouvait paraître absolument étonnant. On est en train de s'apercevoir que la première partie est en train de se jouer. La deuxième partie, elle va se jouer à Moscou. Quand vous voyez la vidéo de Poutine avec Shoigu il y a quelques jours, vous vous apercevez, quand vous voyez qu'ils sont en train de faire le ménage dans leur service de renseignement actuellement, quand vous voyez ce pauvre Lavrov qui n'a plus... Vous le disiez tout à l'heure, un aveu de faiblesse considérable, qui n'a plus qu'à dire c'est la Troisième Guerre mondiale qui commence, alors même que c'est eux qui l'ont lancé, mais ça veut dire qu'ils sont sur le recouloir et qu'ils sont mal. Je pense très sincèrement que l'hypothèse d'un Brutus à Moscou, l'hypothèse d'un coup d'État, l'hypothèse d'un renversement est aujourd'hui, parce qu'il va falloir rendre des comptes, et que cette hypothèse est de jour en jour plus présente, à la grande honte demain de ceux qui en France, depuis des années et des années, nous disent que Poutine est un démocrate et que c'est Biden et Macron les dictateurs. Merci beaucoup. Merci.